Bonsoir à tous et tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde du cycle de conférences L'Humain Recomposé, qui est co-organisé par l'Espace Mendès France, l'Université de Poitiers et le CHU de Poitiers, et qui est sous la direction scientifique de Lydie Baudiou, qui est maîtresse de conférences en histoire de la Grèce antique au laboratoire ERMA, et de Thierry Huet, qui est professeur des universités et praticien hospitalier, et pour être plus précis, qui est responsable du service de biochimie au CHU de Poitiers et responsable de groupe dans l'unité de recherche hermétiste. Cet événement, je tiens à le préciser aussi, a été pensé avec la Société francophone de transplantation. Et avant de partir directement sur la table ronde, parce que nous aimons bien à l'Espace Mendès France entrecroiser les approches art-sciences et explorer de nouveaux formats, nous vous proposons de débuter de façon un petit peu originale par un extrait d'une pièce de théâtre, un petit extrait d'une quinzaine de minutes, pièce de théâtre qui sera jouée dans son entièreté demain, à la fois au musée Sainte-Croix et à l'Espace Mendès France. Elle fait suite à une résidence ici de la compagnie Studio Monstre, au lieu multiple, qui est un pôle de l'Espace Mendès France, dont Héloïse Morel est la responsable. Et donc, je lui laisse la parole. Merci Johan, et donc merci au Studio Monstre, Théophile et Mathilde pour cette proposition. Juste pour vous dire que dans nos pratiques du lieu multiple, donc d'accueillir des artistes en résidence mais aussi en diffusion et dans des temps de médiation, on essaye justement de croiser ces approches art-sciences à l'intérieur donc de l'Espace Mendès France entre les différents secteurs, donc c'est ce que nous faisons ce soir, et aussi en amont. Ça demande un travail, c'est-à-dire que soit le sujet dont les artistes traitent est un sujet qui repose sur des recherches scientifiques, ou bien c'est un dialogue justement entre des recherches scientifiques et une approche, une recherche aussi artistique et créative. Et donc en amont de cette résidence, j'avais présenté donc au professeur Roger Gilles les Théophile Sclavis et Mathilde Souchot pour un échange autour de la pièce, pour justement être au plus juste dans leurs approches. Donc ils en reparleront. Mais c'est aussi dans ces temps-là, et on a la chance d'être dans une ville universitaire avec un vivier dans toutes les spécialités, donc ça nous aide quand même beaucoup quand on accueille des artistes qui sont soit du local ou du national, de pouvoir justement créer en fait ces moments de croisement qui n'ont pas lieu souvent, puisque finalement il y a de plus en plus de lieux qui font du art et sciences, mais voilà, nous ça fait quand même plusieurs années qu'on l'expérimente. Donc voilà, donc je voulais remercier le professeur Roger Gilles et puis la compagnie pour cette première session de travail, enfin qui fait suite en fait à des résidences qui ont déjà eu lieu auparavant. Et demain soir, ce que vous verrez, c'est une sortie de résidence, c'est-à-dire que ce n'est pas une première, c'est vraiment un travail en cours, voilà, entre le musée et l'Espace Mendès France, avec le soutien aussi du META. Voilà. Voilà, et juste un mot pour appuyer encore le lien entre l'extrait et la table ronde. Vous allez le voir, vous pouvez même essayer de les chercher. Il y a plusieurs problématiques qui sont abordées dans l'extrait qui va être présenté, qui vont permettre de nourrir des angles qui vont être abordés durant cette table ronde sur des questions bioéthiques, éthiques, sociologiques même, autour du don d'organes. Voilà. Je vous laisse la parole, Théophile et Mathilde, donc metteurs en scène et dramaturge de la compagnie Studio Monstre. Et je te donne ton anti-sèche. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes la compagnie Studio Monstre et on remercie très chaleureusement l'Espace Mendès France et le musée Sainte-Croix, puisque c'est aussi une collaboration avec le musée Sainte-Croix, de nous avoir accueillis cette semaine. On a été formidablement accueillis et c'est important de le souligner. Tout ça pour dire que l'extrait que vous allez voir, ce n'est pas un extrait de la pièce finalisée, puisque comme on l'a dit, nous sommes encore en répétition. D'ailleurs, les acteurs sont au pupitre, ils ne connaissent pas encore le texte dans son entier. Voilà, et je vais laisser la parole à Théophile qui va vous donner des petits éléments de contexte, puisque là, vous allez entendre un extrait de la deuxième partie de la pièce, donc c'est bien de comprendre dans quoi ça s'inscrit. Donc, en introduction de cette table ronde sur les enjeux éthiques de la transplantation médicale, donc nous vous proposons cet extrait de France, pièce de cœur de l'auteur anglais Tim Crouch, qui traite justement d'une transplantation médicale, culturelle et politique. Le personnage de la pièce vit en France et évolue dans le monde du marché de l'art. Dans la première partie de la pièce, qui sera donc jouée au musée Sainte-Croix, le public va découvrir que ce personnage souffre d'une insuffisance cardiaque
qui s'aggravent et qui nécessitent une transplantation de cœur en toute urgence. La première partie se termine quand le public est invité à quitter les lieux et est amené ici même. Du temps est passé, nous avons traversé la frontière entre les deux espaces et nous retrouvons donc le protagoniste de la pièce, bien vivant, et qui est venu à votre rencontre. Merci. Merci. Merci, c'est grâce à vous que je suis ici. C'est grâce à vous que je suis ici. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie. Regardez. Regardez. J'aurais jamais cru qu'être ici serait possible. Voir ça, vous rencontrer et tout, vraiment, c'est incroyable. Chez moi, on dit que je suis dingue, mais j'ai imaginé ce moment. Depuis que je suis tombé malade, vous savez, je m'imaginais venir ici, vous rencontrer, vous remercier les yeux dans les yeux. Je vous dois tellement et je suis honoré de vous rencontrer. C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Je vous ai apporté quelque chose. Un cadeau pour vous remercier. Pour vous dire merci à vous, de ma part, pour moi, pour ma vie, pour ce que vous avez fait pour moi. Je n'aurais jamais cru vous rencontrer. J'ai un cadeau pour vous remercier. Est-ce qu'elle voudrait un rafraîchissement? Demandez-lui. Est-ce qu'elle voudrait du thé, un coca? Il y a un distributeur au fond du couloir où on peut appeler le service d'étage. Ce n'est pas un problème, il y a même des glaçons. Il y a des glaçons dans le hall. Ils ont droit au coca? Je ne pourrai jamais assez la remercier. Dites-lui. Vous voulez quelque chose à boire? Je ne voulais pas vous voir. Je ne voulais rien avoir à faire avec vous. Quand je pense à vous, ça me rend malade. Mais après, j'en ai parlé à mon frère et il m'a dit que ce serait la meilleure chose à faire, que ça m'aiderait à avancer, à aller de l'avant. Je ne crois pas que je puisse vous regarder en face. Mon frère habite en Australie, à Sydney. Je n'ai jamais vu mon frère. C'est un moment difficile pour moi. Ma famille est dispersée. Mon cousin refuse de vous voir. Il attend à l'entrée jusqu'à ce qu'on ait fini et après il me ramène. Je ne peux pas rentrer seule. Pourquoi c'est arrivé à ma famille? Pourquoi c'est arrivé? Je veux savoir pourquoi c'est arrivé à moi. Je veux savoir si vous avez une réponse. Je comprends. Je comprends. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Ça a dû être extrêmement dur. J'étais malade dans mon pays. Dites-lui. J'étais malade. Très malade. J'étais en train de mourir. Vous ne m'auriez pas reconnu. Les docteurs ne pouvaient plus rien faire. Dites-lui. J'étais en train de mourir. Regardez, je vais bien maintenant. Regardez, c'est un miracle. Je vais bien maintenant. Je dois prendre beaucoup de médicaments, mais regardez, jusque-là, tout va bien. Les médecins disent que tout va bien. Dites-lui. Regardez, je me suis mis au jogging. Je vais courir un marathon. Je vais bien maintenant. Je comprends que ce soit difficile pour elle. Ça a été difficile de vous retrouver, de vous trouver. Bon. Est-ce qu'elle comprend quelque chose? Vous avez été difficile à retrouver. J'espère que cet endroit lui convient. Il m'a été conseillé par l'ambassade. Je ne savais pas où vous rencontrer, vous savez, un lieu neutre. Ça n'a pas d'importance, c'est très bien. Au moins, c'est propre.
Ils sont tous pareils dans le monde entier. La lumière est horrible. Votre mari, Assam. Votre mari, Assam, Assam. Est-ce qu'elle comprend quelque chose? Votre mari, Assam, comment il était? comment était votre mari? Qu'est-ce qu'il aimait? Qu'est-ce qu'il faisait? C'était un homme bon, il m'aimait, il aimait son pays, il aimait ce monde. Il avait 26 ans, c'était juste un homme bon. Bien sûr, je suis désolé. Est-ce qu'elle... J'aimerais lui poser une question à propos de son mari. Dites-lui. Je veux vous poser une question à propos de votre mari. J'aimerais savoir, est-ce qu'il... C'est stupide. Bon, dites-lui. Depuis que je suis tombé malade et depuis que j'ai subi l'opération, je fais maintenant des rêves étranges avec des serpents, des éléphants et des singes. Et je pensais que peut-être, vous savez, à cause de... Est-ce que votre mari, demandez-lui, est-ce que Assam, est-ce qu'il travaillait avec des animaux? Je pensais juste, vous savez, certains disent Est-ce que Assam travaillait avec des animaux? Il voulait devenir ingénieur, il allait à l'école, il voulait aller à l'université, il était programmeur, il a reçu une bourse pour étudier, pour devenir ingénieur. Bien, bien, super. On nous a dit très peu de choses. C'est vraiment bien de la voir, de vous voir. Ah, je suis désolé. J'ai un mouchoir. Si vous regardez, si c'est pas le bon moment. Est-ce que ça va? Oui, ça va? Un instant, s'il vous plaît. Bien sûr. Bon, on pourrait sortir. Ça va. Non. Ça doit être étrange pour elle de me voir. Il fait froid. On ne s'attend pas à avoir froid dans ce genre de pays. On est en hiver. Bien sûr. Mais je ne m'attendais pas à ça. Et toute cette circulation. On pourrait être n'importe où. Ils reviennent me chercher pour 16 heures. D'où venez-vous? Strasbourg. D'accord. Il fait froid à Strasbourg. Quand est-ce que vous y retournez? Je vis ici. Ici? Waouh! C'est super! Quelle région? Moi, je pense que je pourrais pas. C'est difficile de savoir ce qu'ils ressentent quand on ne voit que les yeux. Bon. J'aimerais que ce soit un beau moment. Ok. Vous voulez continuer? Elle demande si vous avez des enfants. Non. J'ai un enfant. Avant d'en avoir un, vous ne pouvez pas savoir tout l'amour que vous avez en vous. Avant de connaître Dieu, vous ne pouvez pas savoir tout l'amour que vous avez en vous. Je comprends cet amour et je respecte cet amour. Vous avez de l'amour en vous maintenant, en vous, ici, dans le cœur de Assam, en vous, en Dieu. Dieu est en vous, en chacun de nous, en Assam, en vous. Merci. Merci, je vais faire tout ce que je peux pour honorer ça. Est-ce que vous avez une photo de Assam? Avez-vous une photo? Oui, j'en ai une. Oui, super. Ce serait un honneur si je pouvais la voir. Elle est dans mon sac avec mon cousin à l'entrée. Ne vous en faites pas. Je pensais juste que ce serait bien de voir une Dans photo. mon sac. Non, je me disais juste, c'est pas important. Je veux On vous peut la appeler montrer, la je veux réception que vous le voyez, je veux pour que appeler vous votre voyez cousin. son visage, je veux que vous voyez, que vous compreniez ce qui s'est passé. Bien sûr.
Elle a reçu beaucoup d'argent, vous savez. Ça a été une drôle d'année, comme vous pouvez l'imaginer. Frôler la mort de si près. Vous arrêtez de penser à l'avenir, vous savez. Mais on devient plus fort. C'est pas facile de se faire à l'idée, vous savez, d'avoir quelqu'un d'autre à l'intérieur de soi. Quelqu'un d'ici. C'est pas évident pour certains. Certains sont incapables de connecter, vous savez. Être abîmé, être endommagé, ce n'est plus moi. Plus moi maintenant. Difficile à accepter. Mais bon, regardez, je me sens bien. Vous n'auriez jamais pu deviner, non? Vous auriez deviné? En me voyant? Je voudrais que ça soit un beau moment. Ma façon de la remercier. Clore ce chapitre, j'aurais aimé avoir quelques mots à lui dire. Il s'agit de ma vie. Enfin, on m'a rendu la vie. C'était pas donné. Il avait 21 ans au moment de la photo. 21 ans? Il était très beau. Il était très beau. Je vais la faire encadrer. Je vais la faire encadrer. Dans un cadre comme celui-ci. Et je l'accrocherai au mur, à mon mur. Je l'accrocherai sur mon mur. Je n'oublierai jamais votre mari, Assam. Il est en moi, je ne pourrai jamais oublier ça. Je n'oublierai jamais Assam. J'aurais dû apporter une photo de moi. S'il vous plaît, dites-lui. Si jamais elle a envie de venir à Paris, je lui écrirai, je lui enverrai des photos. Si elle a besoin de quoi que ce soit, dites-lui. On nous a dit que Assam a eu un accident. Un accident. Assam a eu un accident. Non, ce n'est pas vrai. Non, je suis désolée, je suis sûre qu'ils ont tout essayé. La mort de mon mari n'était pas un accident. C'est tragique qu'une vie Non. vous soit enlevée si subitement. J'ai un cadeau pour elle. Un cadeau, dites-lui. Regardez, je l'ai ramené de France. Ça va changer votre vie. Les gens pensent que je suis dingue, mais c'est important. Vous m'avez donné la vie. Assam. Mon mari a été blessé à la tête et a été emmené à l'hôpital le plus proche. L'hôpital adventiste du 7e jour. C'est un hôpital privé très cher, tout près d'ici. Ok. On m'a dit qu'il était très faible et qu'il allait peut-être mourir. Sa famille a prié pour lui. Un cousin est venu de Berlin, un autre de Bruxelles et un autre d'Afghanistan. Il était trop faible, il ne pouvait pas bouger. Je suis venu le voir. Mon père est venu avec moi. Mon mari avait les yeux mi-clos. Son cerveau était endommagé. Les médecins voulaient attendre pour voir s'il y aurait des améliorations. Le cerveau peut se réparer lui-même. D'accord. L'hôpital était très cher. Son cousin a essayé de récolter des fonds pour qu'il le garde. On n'avait rien. C'était très dur. Et puis j'ai reçu l'appel d'un chirurgien d'une autre clinique, une clinique privée, d'une autre ville. Il avait entendu parler de mon mari. Je croyais qu'il offrait son aide pour le sauver. Il m'a dit que quelqu'un avait offert de transférer mon mari dans cette autre clinique, en hélicoptère. Le docteur a dit que c'était une opportunité pour que Assam puisse aller mieux. Donc j'étais heureuse de le laisser partir. Mais après, j'ai reçu la visite d'un représentant d'une autre ville. Il m'a dit que le cerveau de mon mari était mort et qu'un client de cette clinique était prêt à payer si j'autorisais un don d'organes.
je suis venue pour lui offrir un cadeau. Un cadeau. Dites-lui. Je voulais vous voir. Je voulais vous demander. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi mon mari a été tué? Je veux savoir ce qu'il a fait de mal. Votre mari n'a pas Dites-moi, s'il été vous plaît. tué. Il était mourant. Il serait mort de toute façon, comme moi. Personne ne pouvait plus rien pour lui. C'est pour le mieux. Votre mari n'a pas été tué. Si. Si. On m'a dit qu'il guérirait. C'est compliqué. Les docteurs ne savent pas toujours, même ceux de mon pays. Une erreur? Non. 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 Elle est très en colère. Elle dit que son mari a été assassiné. Tout le monde dit qu'il a été assassiné. Il y a beaucoup de colère dans sa famille. Elle ne comprend pas. Dites-lui. Dites-lui. Elle ne comprend pas ce que je dis. Dites ce que je Nous dis. pouvons arrêter si vous voulez. Le représentant m'a dit qu'on m'offrirait 300 000 si j'autorisais qu'on prenne le cœur de mon mari. Je n'arrivais pas à croire que mon mari était mort. On m'a dit qu'il guérirait. Ses yeux étaient ouverts. J'ai refusé l'opération. Le représentant m'a dit que mon mari pouvait sauver une vie. Il m'a dit que sauver une vie, c'est sauver toute l'humanité. Il a offert un demi-million pour le cœur de mon mari. J'étais perdu. Je n'avais rien. Mon père était malade. Mon mari n'était pas mort. J'ai signé un papier. Il y avait un Américain. Son mari n'a pas été tué. Il n'a pas été assassiné. Je suis venue la remercier. Dites-lui. Elle a compris. Je veux savoir où est mon mari. Je veux le laver, le préparer. Ça fait 1 an maintenant. Dans mon Ils pays, ont dit on que doit son prendre mari soin des était morts. mort. Ce n'est Pas pas mort, un martyr. mais qu'il le Ce n'est gardait pas un en martyr. vie. Pour moi, Je dois ils n'ont avoir rien son dit corps. d'autre. Ils n'ont rien dit Je à ne peux propos pas de vivre le sans ramener savoir de où est je mon ne mari. sais où. Je n'ai Ils ont aucun dit moyen que de les faire mon papiers deuil. étaient en règle. C'est On a insoutenable. dépensé beaucoup d'argent Intolérable. pour le transport de Aucune femme l'opération. ne devrait vivre Et ce c'est que mon je ami suis en qui a train de géré tout vivre. ça, mais vraiment. Je suis jeune, J'ai juste je n'ai vu rien. à l'aéroport Je n'ai et reçu aucun l'intérieur de argent. l'hôpital et c'est tout. juste assez Et pour quand les j'ai coups de eu assez de téléphone. force, ils m'ont L'argent, rapatrié à c'est le Paris pour ma représentant qu'il a, convalescence j'imagine. en vol Je suis privé. une femme Je seule. ne savais pas. Je n'ai rien. Je n'en savais rien. Mon père est Je malade. suis encore faible. Je suis n'ai rien. venue pour elle. Dites-lui, pour elle. Elle a eu de l'argent. Dites-lui. Elle a signé. Putain, mais dites-lui ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Tout d'abord, bonsoir pour tous ceux et celles qui nous ont donc rejoints pour écouter donc cet extrait extrêmement intéressant. Alors moi j'ai découvert le texte, donc là ce soir j'ai vraiment découvert le jeu en fait de cette pièce extrêmement intéressant, qui va un peu contre quelques principes de la transplantation vue dans notre société. En tout cas, on voit en profondeur le débat éthique, le débat du don d'organes, le contre-don, la marchandisation, déjà plein de questions qui sont effectivement posées. Tout d'abord, c'est vrai que l'aspect du don d'organes, de la transplantation, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très enraciné dans l'éthique. Et notamment, c'est une image, moi, que j'ai toujours et que j'avais dès le départ dans ce concept de transplantation, qui est bien entendu celle de Com et Damien, Monsieur Gilles, qui est une image fantastique, ce tableau de Fra Angelico, où on voit effectivement ce personnage qui a été donc transplanté par un Éthiopien. Et je rappelle que Com et Damien étaient 2 médecins arabes chrétiens, donc qui avaient fait cette transplantation, et qui d'ailleurs avait retransplanté la jambe malade sur le corps donc, de l'Éthiopien qui était enterré. Et donc c'était le diacre Justinien qui avait bénéficié de cette transplantation. Donc déjà,
IIIe siècle. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très enfoui dans cette notion. C'est quelque chose de très important. Et cette montée, en fait, cette installation de la transplantation, cette possibilité de traiter, c'est à la fois quelque chose qui est extrêmement innovant, qui est une discipline de progrès, qui est d'ailleurs une discipline qui met en jeu plusieurs services, plusieurs compétences, mais qui en même temps répond à quelque chose qui est la maladie chronique, et qui n'est pas toujours, en fonction de l'organe, une maladie chronique traitable. Les insuffisants rénaux, qui ont donc les reins malades, peuvent être dialysés. Les insuffisants cardiaques, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de solution transitoire qui permette effectivement de les faire vivre comme les insuffisants hépatiques ou les insuffisants pulmonaires. Donc on n'a pas la même insuffisance d'organes en fonction de l'origine. Donc quelque chose de très ancien finalement, avec une technologie extrêmement moderne qui est arrivée et qui a permis donc d'offrir des moyens thérapeutiques et de changer de façon rédhibitoire l'évolution de ces pathologies chroniques sur des gens qui étaient condamnés. Ce n'est pas une histoire qui est ancienne, la transplantation. Les progrès de la transplantation, c'est les premières années, c'est les années 60, en fait, avec une greffe de rein, une greffe de cœur, et on lance les choses. Et on a des chercheurs français qui découvrent effectivement le système HLA, qui ont le prix Nobel et qui commencent à engager avec cette capacité de pouvoir coder finalement le receveur et le donneur, de pouvoir voir la compatibilité, de comprendre effectivement aussi le système des groupes sanguins et donc de pouvoir lancer la greffe. Et puis Sir Roy Kahn, donc un Britannique, qui a découvert en fait et qui a utilisé les premiers immunosuppresseurs, notamment mis au point par Jacques Borel, c'est Borel, je crois, c'est ça, avec la cyclosporine, donc le premier traitement immunosuppresseur qui a complètement révolutionné la transplantation. Et là, on est dans les années 80, on commence effectivement la deuxième moitié du XXe siècle. Donc vraiment quelque chose qui concernait des pathologies extrêmement anciennes, extrêmement épouvantables dans leur évolution. Et bien entendu, l'arrivée de quelque chose de très moderne qui a complètement utilisé les biotechnologies pour se développer avec des nouveaux immunosuppresseurs et donc de nouvelles choses. Donc on offre un allongement de la vie à quelqu'un et de façon majoritaire, on prend des organes sur quelqu'un qui a perdu la vie. Donc on est déjà sur quelque chose de vraiment asymétrique, sur une situation totalement asymétrique. Et naturellement, avec le drame des familles, le drame de ceux qui restent, parce que l'expression « on a perdu », « il nous a quittés ». Donc finalement, on est sur quelqu'un qui meurt pour permettre à quelqu'un d'autre, et des fois au pluriel, puisqu'il y a plusieurs organes, de vivre. Donc vraiment très, très asymétrique. Je suis en tout cas très content d'avoir des collègues, un maître, ce soir avec moi, et donc de découvrir effectivement deux acteurs qui étaient là ce soir et qui, avec leurs collègues acteurs, donc vraiment quelque chose qui est pour moi très important, ce côté art, science, et cette illustration par le jeu artistique qui effectivement nous donne des images et des voies de réflexion extrêmement intéressantes. Donc ce soir avec moi comme collègue, il y a donc Roger Gilles, qui m'a bercé avec l'éthique et qui a, je dirais, pas mal nourri mes lectures et sur pas mal d'approches. Donc Roger Gilles, neurologue, je crois même neuropsychiatre, parce que vous aviez cette double formation, effectivement. Sébastien, qui nous a rejoint de Bordeaux, Sébastien Roger, qui s'occupe en fait d'une unité, coordination d'une unité de prélèvement à Bordeaux. Et donc Antoine, alors là, on est les locaux de l'étape en fait, tous les deux, puisque on a fait une partie de notre internat ensemble, et donc ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Et Antoine Thierry est maintenant donc responsable de l'unité de transplantation au CHU de Poitiers, transplantation rénale. Donc je vous remercie d'être là pour animer ce débat et puis répondre à un certain nombre de questions. La première question, justement, c'est... Mais si, tu viens de le faire. Oui, mais j'attendais justement la première question. Je crois qu'il y a un petit souci technique avec le micro, donc je vais retenter simplement parce que je crois que ça ne fonctionne toujours pas. Donc je suis désolé. Sinon, on va informer.
Voilà, c'est bon. Et donc, il partage et voilà. Si jamais ça refait, il faudra répondre à lui. Voilà. Pardon. On parlera fort. C'est bon? Donc justement, je voudrais aborder le premier point par rapport à cette pièce, à cet extrait qu'on a eu, et notamment avec le cadre juridique, le cadre médical que l'on a donc dans la transplantation en France, puisqu'on est là, on voit qu'il y a plusieurs règles que j'avais bien en tête qui ont été transgressées. Et justement, donc l'anonymat, le respect de l'anonymat, etc., la marchandisation, on a quand même un certain nombre de choses. Est-ce qu'on pourrait donc aborder aujourd'hui, justement, au niveau d'un pays comme le nôtre, comment les choses se passent? Moi, je veux bien commencer. Alors déjà, je remercie bien sûr les organisateurs de m'avoir invité. Donc, je suis médecin réanimateur et je m'occupe de l'unité de prélèvement d'organes ou de don d'organes, parce que maintenant, c'est vrai qu'en éthique, on essaie de plutôt remplacer le mot prélèvement par le mot don, parce que le mot prélèvement est un peu connoté. Et bon, je tiens à dire que, ça a été dit en introduction, il y a tout ce qu'il faut à Poitiers, et que mon homologue est actuellement au Japon, donc je le remplace, et il y a toute son équipe du coup de coordination qui est présente dans la salle. Donc c'est très intéressant que tu nous aies rappelé l'historique de Saint-Côme et Saint-Damien. C'est quand même la transplantation, quelque chose qui a vraiment été une volonté médicale qui existe depuis très longtemps, mais qui finalement, techniquement, est possible que depuis le début du XXe siècle, avec des chirurgiens qui ont inventé des instruments et des sutures de vaisseaux qui ont permis à cette chose d'exister. Et puis finalement, ça a commencé à se développer qu'à partir du moment où on a compris les mécanismes de rejet, mais les premières transplantations, effectivement, c'est les années 50. Et à ce moment-là, il n'y a pas de texte de loi encore. Alors, la première chose déjà qu'il faut bien comprendre, c'est que la médecine de transplantation, c'est une médecine de transgression sur laquelle les règles initialement n'étaient pas très bien définies. Donc, en ce qui concerne la France, les moments importants pour la transplantation, et le cadre législatif, c'est d'abord la définition des critères de mort cérébrale, mort encéphalique. Donc ça date de 1968, donc quelque chose quand même de relativement récent. Et ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que la transplantation, elle a commencé déjà avant la définition officielle reconnue internationalement de la mort encéphalique. Donc la mort encéphalique, c'est la destruction irréversible du cerveau, avec pendant un laps de temps assez court un cœur qui continue à battre et donc qui permet de manière affirmative de déclarer un décès à cœur battant. Et c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir parce que c'est une mort qui est parfaitement conceptualisée sur un plan scientifique, connue des médecins, mais qui reste quand même largement méconnue du grand public et qui prête souvent des difficultés à accepter de la part des familles qui sont confrontées à ce type de décès, parce que ce n'est pas une mort effectivement qui semble habituelle, contrairement à la mort par arrêt circulatoire où le corps se décolore. Et là, effectivement, même quand on n'est pas médecin, tout le monde connaît l'apparence de la mort de ce type. Donc déjà, c'est un premier point. Donc, le deuxième point, sur la construction législative des textes, il découle beaucoup des lois de Nuremberg. Je vous rappelle quand même qu'en 1945, dans le procès de Nuremberg, il y a eu un procès spécifique vis-à-vis des crimes médicaux. Et ça en a découlé les textes d'Helsinki sur la pratique médicale et la recherche médicale. Et à cette époque-là, la transplantation, c'était quand même aussi de la recherche, donc des textes déjà de protection vis-à-vis d'abus qui avaient déjà été faits. Et on se construit souvent vis-à-vis des abus. Le premier texte législatif encadrant le prélèvement d'organes en France, c'est 1976, le sénateur Caillavet. Un texte important. Et aussi, c'est important de souligner que le sénateur Caillavet est une référence en termes de la législation en France, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la fin de vie. Et donc, du coup, dès cette époque, on peut dire qu'il a permis la législation sur laquelle on a actuellement les bases du prélèvement, le consentement présumé.
Et donc depuis 1976, on a des textes législatifs solides. La dernière pierre des textes législatifs actuels, c'est les lois de bioéthique qui complètent effectivement le texte du sénateur Caillavet de 1976 et sur lequel le premier livre revient sur les grands principes de la bioéthique. La bioéthique, ça ne concerne pas que le prélèvement et la transplantation, beaucoup d'autres sujets comme par exemple la procréation médicalement assistée. Mais ces textes, il y a 3 grands principes. La non-parcimonialité du corps humain, c'est-à-dire que finalement, notre corps, on en a l'usufruit, si j'ose dire, mais après peut-être mon voisin pourra vous l'expliquer un peu plus de manière complète, mais on n'a pas le droit de le vendre, puisque effectivement c'est un bien qui ne nous a, enfin, qu'on utilise mais qui ne nous appartient pas complètement, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Donc déjà cette première notion qu'on ne peut pas vendre ces organes. La deuxième notion, c'est l'anonymat dans ces pratiques, et la troisième notion, c'est la gratuité dans ces pratiques. Donc je pense que le cadre est bien défini, et justement ce qui est parfaitement intéressant dans cette pièce, c'est qu'on voit les transgressions qu'il peut y avoir par rapport à ce cadre que l'on a en France. Alors, je vais essayer de laisser parler un peu tout le monde parce que c'est important, et après on pourra répondre aux questions. Mais ce que je peux dire en préambule, c'est que la situation qui est présentée dans ce texte ne pourrait pas se passer en France. Pour autant, je ne dirais pas qu'un patient français, puisque c'est un peu le cas dans cette pièce, n'aurait pas pu bénéficier de ce genre de choses. Et si j'ai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, je pense que la pièce date des années 2000, du début des années 2000, où il y a eu de grands scandales de ce type. Et je ne serais pas étonné que l'auteur se soit un petit peu inspiré de toutes les discussions qu'il y a eu à cette époque. Donc j'en terminerai là, mais pour le cadre législatif, effectivement, voilà, c'est anonymat, gratuité, et puis bon, on n'a pas trop le droit de vendre des éléments de son corps. On en a l'usufruit, mais on n'en est pas totalement propriétaire. Merci Julien. Et en fait, ça marche ? Oui, ça marche. Merci Julien pour ces explications, effectivement. Oui, la non-patrimonialité du corps est extrêmement important, effectivement, dans le droit français. Et justement, le procès Nuremberg, mais qui a généré finalement les grandes lois bioéthiques. Et je vais donc là passer la parole à M. Gilles sur l'aspect donc bioéthique et don d'organes. Je ne peux pas répondre à la question parce qu'elle est trop vaste, mais je veux juste pointer quelques réflexions, puis on verra si ça peut en susciter d'autres. Bon, je crois et je pense que c'est le problème des lois, c'est que nous sommes dans un domaine d'une éthique qui se veut attractive et qui utilise les moyens impératifs. Vous voulez du bien, mais voilà, on va vous dire comment il faut faire. Alors, c'est important d'avoir des lois parce qu'elles montrent le cadre déontologique. Mais il y a eu toujours un gigantesque problème, c'est la méconnaissance des faits anthropologiques et sur 2 grands sujets. Le premier, c'est la relation du corps et de la personne, et le deuxième, ce sont les représentations de la mort. Alors effectivement, vous l'avez annoncé, la représentation de la mort n'est pas la représentation scientifique. Ou alors, on a manqué la pédagogie, et je pense qu'on l'a manqué complètement. En effet, la pédagogie scientifique de la mort, c'est de dire que la mort du cerveau est la mort de l'être humain tout entier, ce qui est vrai. Mais nous avons une vision abrupte de la mort. Nous n'arrivons pas à saisir que la mort est un phénomène progressif, organe par organe, et que cette mort va en réalité s'échelonner. Et c'est assez extraordinaire de voir même les critères sur lesquels on a établi les critères juridiques de la mort, le certificat médical de mort qui exige l'arrêt du cœur et de la respiration. En plus, effectivement,
la représentation de la mort comme un départ, comme vous l'avez dit très justement, eh bien, elle s'inscrit dans l'inconscient collectif. On ne bouscule pas comme ça un inconscient collectif, ou alors on le fait autrement qu'en édictant des règles du type si vous ne donnez pas, vous êtes coupable, quoi. Vous allez laisser mourir quelqu'un. Et je connais quelques paroles, y compris du monsieur que vous avez cité, qui ne me semblent pas aller dans le sens d'une relation psychologique. Bon, d'ailleurs, je ne veux pas aller plus loin, parce que je ne veux pas... Bon, il n'est pas là pour se défendre. Voilà, absolument. Mais on ne peut pas bousculer l'anthropologie. Voilà. Je crois que c'est un point important. Et tant que nos députés, comme ils sont en train de le faire maintenant, probablement, s'ils continuent sur la fin de vie, ne comprendront pas qu'il faut traiter avec l'anthropologie humaine, il faut relire Carl Jung, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a dans notre inconscient collectif, et il faut essayer de développer une pédagogie incitative à l'égard de ça. Bon, je passe là-dessus. Deuxième point, et puis après je m'arrête parce que les points, c'est les relations du corps et de la personne humaine. Cette pièce montre de manière éclatante les relations du corps et de la personne humaine. En effet, et c'est là où l'éthique et le droit se sont unis, mais plus, j'allais dire, d'abord du côté de nos collègues juristes scientifiques, avant d'arriver aux collègues élus qui sont de notre ordre, j'allais dire. En effet, quelle est la relation entre le corps et la personne humaine ? Quand nous réfléchissons au fait que l'esclavage a été aboli en 1858, faites un radio-trottoir et vous verrez la banalité des réponses. La pire étant simplement que l'esclavage n'est pas bien. Bon, voilà, c'est pas bien. Ouais. Mais enfin, il y a une réalité majeure qui a fait l'accord, l'objet d'un accord très tardif, c'est que le corps égale la personne humaine. Et que porter atteinte au corps, c'est porter atteinte à la personne humaine. Et comme la personne humaine est un événement unique dans l'histoire du monde, qu'elle n'a pas de prix, qu'elle est au-dessus de tout prix, c'est pour ça qu'elle a une dignité, c'est ce que dit Emmanuel Kant, eh bien, il est évident que l'assimilation totale entre le corps et la personne a, du coup, des exigences qu'on n'avait pas envisagées. En effet, dans notre pays, qui aujourd'hui est un melting pot d'une éthique maximaliste et minimaliste, on est arrivé à dire le corps humain est hors commerce parce que la personne humaine est hors commerce. On comprend bien. Et puis parce qu'on veut laver plus blanc que neige, bien sûr. Les organes sont gratuits, c'est une personne. Pourquoi ? Et c'est la non-matrimonialité des organes. Eh bien, elle a été édictée parce que l'organe est considéré comme l'émanation de la personne humaine, parce que c'est le statut du corps. Et même en France, le sang. Alors évidemment, nous allons acheter des immunoglobules en Autriche où le sang est payant. Dois-je dire que les Autrichiens sont immoraux ? Nous, on est très moraux, puisque, bien sûr. Et alors, avec ce discours d'une éthique maximaliste hors sol, j'allais dire, on n'arrive pas à comprendre qu'effectivement, il y a une imprégnation qui assimile l'organe au corps tout entier et le corps tout, et donc à la personne. Alors, pas tous les organes. Et c'est là aussi ce qu'il faut comprendre en matière de transplantation. La portée symbolique des organes est tout à fait différente. On ne peut pas comparer un organe à un autre. Un don de rein n'est pas le cœur, ça n'est pas du cartilage, ça n'est pas de l'os, ça n'est pas de la cornée. Le cœur est le symbole de la vie. Et la pièce nous le crie. Et ce cri est tout à fait actuel. Que l'on respecte ou non la juridiction, on veut en quelque sorte essayer de briser cet écho qui va rechercher dans le cœur donné la vie d'un autre par l'anonymat. Mais nous voyons effectivement que si l'anonymat n'est pas critiquable, bien entendu, il est une méthode quand même rudimentaire, puisqu'il ne procède pas d'un apprentissage. Apprendre à donner sa vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Se dire qu'un jour, peut-être, on pourrait, malgré nous, être appelé à donner notre vie si nous mourons dans telle ou telle condition. Mais nous n'en sommes pas à cette pédagogie.
Et je vais en donner un seul témoignage. C'est cette manière normative insupportable dont, par exemple, on a liquidé les cartes de donneurs d'organes parce qu'on a dit c'est pas légal. Mais je m'en fiche que ce soit pas légal. Quand il y a des résistances des familles, avoir une carte sur soi. Il y a quelques années, il y avait eu une pédagogie d'acculturation qui avait été assez active. Et je sais que dans le cours d'humanité scientifique que j'ai fait à Sciences Po pendant 8 ans, il s'est passé pendant 3 ans où 95% de mes étudiants avaient la carte. Mais cette carte n'a pas de valeur légale, mais on n'en a rien à faire. Cette carte signifiait un début d'acculturation. Tant qu'on ne passera pas par une acculturation du don, par faire entrer le don dans le cœur, et on sera à côté de la plaque. Et toute loi supplémentaire viendra encore perturber la vie des donneurs, des receveurs et de la transplantation. Il faut enfin en arriver aux réalités anthropologiques et les affronter. Voilà. Mais il y a bien d'autres choses. Merci, monsieur Gilles. Je crois que c'est effectivement une approche qui est tout à fait très importante, cette acculturation, cette approche anthropologique. Je crois d'ailleurs que ça a été un des problèmes de cette loi Kayavik, qui avait au moins un des avantages de démarrer, en tout cas un processus, disons, de législation, de mise en place de la législation dans le pays, justement, avec le principe donc, du consentement, en fait, qui a amené finalement les familles à devenir méfiantes, à craindre qu'on aille au-delà, finalement, et qu'on dépasse la simple notion de prélèvement d'organes, de mort encéphalique, mais qu'on aille peut-être beaucoup plus loin. La transplantation a également énormément évolué, et je pense que, quelque part, le concept de pénurie d'organes est quelque chose qui, aujourd'hui, est vraiment majeur. Et ça rejoint ce qu'on disait au départ, effectivement, sur la nature de l'organe qui est atteint, effectivement. Et je crois qu'il y a encore aussi probablement une autre nature de transplantation qui sont les greffes de mains et de visage, qui là sont des greffes de tissus composites et sont certainement encore une autre approche en termes de psychologie, puisque certains receveurs ont arrêté de se traiter, craignant que leurs mains étaient celles d'un criminel. Et n'ayant pas confiance du tout, il s'agit, je crois, d'un des premiers receveurs australiens qui a été greffé à Lyon et qui a sombré effectivement vers ça. Donc la pénurie d'organes aujourd'hui nous ramène aux besoins justement et comment élargir en fait le champ de ces sources d'organes et ramène aussi quelque part aussi finalement le concept de marchandisation qui est probablement quelque chose vers lequel il faut lutter, mais qui est aussi quelque chose de revendiqué, même par des économistes qui ont été nobélisés, notamment par exemple Gary Becker, qui avait dit il faut peut-être, pour augmenter et lutter contre cette pénurie d'organes, arriver à avoir en fait des tarifs de ces organes et pouvoir arriver justement à réguler par un montant défini les possibilités de transplantation et de dons. Là, bien entendu, on va aller plutôt vers les donneurs vivants, qui auraient pu finalement faire commerce de leurs organes, tout ça dans un cadre absolument éthique. Et je vais demander justement à Antoine comment on peut envisager aujourd'hui la pénurie d'organes et les moyens qu'il y a et comment est-ce que l'on pourrait faire évoluer aujourd'hui les plans greffes successifs pour pouvoir lutter contre ce problème. Merci Thierry, et moi aussi je remercie les organisateurs et les artistes. Juste peut-être avant de te répondre, en écho avec l'extrait de la pièce, moi de manière beaucoup plus terre à terre et en tant que clinicien, c'est-à-dire que médecin qui s'occupe de patients transplantés quasiment tous les jours, il y a des choses intéressantes dans la pièce. Il y a donc la notion de don et de contre-don. Il arrive avec un cadeau, voilà, et quand vous recevez un organe d'un donneur décédé, vous ne pouvez pas faire ce contre-don, ce cadeau, et c'est vrai qu'on en parle assez peu avec nos patients. Est-ce qu'ils ressentent ce besoin de contre-don? Il y a des patients transplantés dans la salle, donc tout à l'heure, ce sera intéressant d'avoir leur vision des choses et comment eux vivent ce contre-don lorsque le donneur est décédé. Et puis, don contre don. Et puis, il y a la relation avec le greffon.
Ça aussi, c'est intéressant. Dans la pièce, il dit, voilà, je le sens en moi. Est-ce qu'il s'occupait des animaux parce que je fais des rêves de serpents, de singes et voilà. Non, il était ingénieur, manque de bol. Donc, voilà. Et la relation avec le greffon, elle est extrêmement variable d'un patient à un autre. Il y en a pour lesquels c'est leur doudou, il l'appelle il le personnifie, il lui donne un prénom. Il y en a qui se le touchent tous les jours. Il y en a au contraire, c'est un rejet total et rien que le toucher, le palper, leur est insupportable. Et je ne suis pas philosophe, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, mais ce serait passionnant. Peut-être M. Gilles pourra nous éclairer, mais pourquoi certains ont besoin d'une personnalisation à outrance et pourquoi d'autres sont dans même l'idée d'y penser que c'est un organe, un extrait un organe d'un autre corps leur est insupportable. Et donc moi, ça m'a toujours un petit peu interrogé, fasciné, j'allais dire, et voilà la réaction finalement du receveur extrêmement hétérogène. Et encore une fois, nos transplantés peut-être témoigneront tout à l'heure. C'était les deux petits commentaires que je voulais faire sur l'extrait de la pièce. Maintenant, sur la question de pénurie, bien entendu, c'est une vraie problématique. Nos patients attendent, lorsqu'il s'agit d'un donneur décédé, nos patients attendent des années et des années. Poitiers a longtemps été une ville où on attendait un peu moins longtemps qu'ailleurs des greffons rénaux. C'est de moins en moins vrai parce que nous aussi, on est touchés par cette pénurie d'organes. Donc, tu l'as un petit peu évoqué, il y a ce qu'on appelle le prélèvement multisource, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le donneur décédé. Il y a une grande campagne depuis maintenant plusieurs années pour promouvoir la greffe avec donneur vivant qui a beaucoup d'avantages, qui donne de meilleurs résultats et ça interroge beaucoup de choses parce que ça interroge voilà, donner un organe, donner un rein de manière complètement donc à quelqu'un de sa famille, à un ami, comme les lois bioéthiques le permettent, eh bien, voilà, c'est magnifique quand tout se passe bien et souvent ce sont des magnifiques aventures. Et pour un médecin comme moi, j'apprends toujours beaucoup à suivre et à accompagner les donneurs et les receveurs jusqu'au jour où ils sont greffés et à les suivre après. Encore une fois, c'est toujours très très fort sur le plan humain. Donc greffe donneur vivant, et puis on pourra en reparler, mais demain peut-être les progrès de la xénotransplantation, c'est-à-dire la capacité à recevoir des organes d'autres espèces. Vous savez qu'aux États-Unis, les premiers essais ont commencé. Des patients ont reçu des greffes de reins de porc et une patiente est actuellement en vie avec plusieurs mois de survie avec ce greffon grâce au progrès de la génétique, de l'immunologie, d'un ensemble de progrès scientifiques qui aujourd'hui permettent cela possible, mais qui vont aussi là interroger un grand nombre de concepts éthiques, bien entendu. Est-on prêt à recevoir un organe d'un animal? Est-ce que c'est du provisoire en attendant mieux ou est-ce que c'est pérenne? Est-ce que voilà, qui va avoir accès à ça? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui sont suscitées par ces problématiques. Donc voilà, pour répondre précisément à ta question, la pénurie c'est un vrai problème. Des gens aujourd'hui en France meurent en attente d'organes et faute d'être transplantés décèdent, c'est vrai. Et donc il faut effectivement, je reprends les propos de M. Gilles, la culturation, la culture du don, ce que dit l'Agence de la biomédecine, la culture du don. Et c'est un peu ce qu'on fait ce soir. Là. En parlant, on contribue à la culture du don, puisque je vous rappelle, en France, vous le savez sans doute, mais c'est plus de 30%, 36% l'année dernière de taux d'opposition au don d'organes dans notre pays, ce qui est considérable. Et ce chiffre va plutôt en s'aggravant, en tout cas en augmentant et non pas en diminuant. Donc il faudra vraiment faire de la pédagogie, en parler, acculturer, et puis promouvoir la greffe avec donneur vivant. Et puis nous, médecins scientifiques, chercheurs, continuer aussi à explorer d'autres possibilités, la xénogreffe, demain les organoïdes que tu connais bien. Mathilde, Théophile, je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire. On a vraiment beaucoup apprécié, effectivement, avec vos deux acteurs, ce moment. Et, oui, déjà, on ne les a pas présentés, mais donc les deux acteurs sur scène, donc, qui étaient donc Catherine Greaves et Anton Amblard, qu'on remercie pour s'être jetés
comme ça devant vous dans cet extrait. Nous aussi, c'était peut-être aussi donc, de remettre du contexte par rapport à donc la première partie du spectacle où justement il y a toute cette question de à quel prix. Et il y a aussi en fait donc le personnage du début de la pièce donc parle de ce problème cardiaque et a un compagnon fortuné qui lui dit mais en fait on va tout faire pour que tu puisses avoir un coupe-fil en fait, que t'aies pas à attendre justement parce que on est en France et que lui est américain, c'est pas anodin, lui est américain et fortuné et dit mais en fait pourquoi est-ce qu'on est dans le en fait on aurait dû aller dans le privé, en fait on devrait aller aux États-Unis, en fait on ne devrait pas juste attendre là, il faut qu'on fasse quelque chose et donc on va y mettre les moyens. Et donc c'est pour ça qu'aussi on va dans cette deuxième partie dans un autre pays, donc on comprend que ça s'est pas fait dans les règles de l'art. Et on pense que, en tout cas, c'est dans nos recherches petit à petit dans la pièce, parce qu'au début, voilà, on fait de la recherche là-dessus. Les discussions avec le professeur Gilles nous ont beaucoup aidé aussi sur comprendre à quel point la fiction devenait justement forte pour parler de choses concrètes, de la réalité, voilà, de gens qui sont en attente de greffe ou qui sont greffés ou qui juste sont dans un rapport vivant de est-ce que moi voilà comment je me positionne par rapport à la culture du don, comment toutes ces thématiques-là qui sont vraiment voilà, qui brassent beaucoup de choses en parallèle avec le monde de l'art. Et ça, c'est vraiment très important dans le travail donc de l'auteur Tim Crouch qui mélange toujours plusieurs thématiques, grandes thématiques. Et là, il le fait entre la marchandisation de l'art, en disant on a vraiment de la chance d'avoir de l'art, tout ça, et développe tout un truc, toute une valeur marchande de l'art et de l'artiste. Il y a cette phrase notamment qui est « Oh là là, quand les artistes sont morts, faut vite acheter les œuvres avant que l'artiste meure parce qu'après leur cote monte en flèche. » Un rapport qui, d'un coup, nous choque en disant « Mais attendez, vous parlez de... » Enfin, nous, en tant que public, on peut être choqué par ça, mais il y a un truc très concret de « Bah oui, ça vaut de l'argent. Cette œuvre-là, on parle notamment d'un Willem de Kooning, ça vaut de l'argent. » Et donc, forcément, avec toute cette première partie où on parle de la valeur marchande de l'art, quand on arrive dans cette deuxième partie, et que le personnage dit « Mais vous savez, elle a reçu beaucoup d'argent », alors que cette veuve donc, parle de son mari décédé, à qui on a prélevé le cœur avec une espèce de trouble sur est-ce qu'elle a donné son consentement, est-ce qu'en plus il y a toute la question de la traduction, parce qu'on comprend donc que cette femme ne parle peut-être pas la langue qui a été faite par les médecins ou par cet Américain qui est venu la voir, un représentant pour lui faire signer un papier. Enfin, voilà, il y a une espèce de... impossibilité de se parler qui fait que ça crée un drame humain de cette veuve qui recherche son mari et de ce personnage qui dit non mais je suis juste venu vous remercier et qui pour nous est vertigineux. Et je voulais rajouter aussi qu'avec cette pièce on s'est vraiment posé, enfin moi en tout cas et je pense que c'est assez partagé dans l'équipe, des questions justement sur qu'est-ce que c'est que donner un organe, qui étaient des questions qu'on s'était en fait très peu posées. Effectivement, peut-être qu'on n'est pas très acculturé en France. Et donc Catherine, qui est l'actrice, est anglaise. Et donc on a eu des échanges aussi sur les lois en fait en Angleterre qui sont assez différentes de ce qu'on expérimente en France. Qui sont aussi plus libérales. Enfin, voilà, il y a des choses, vraiment des très grandes différences sur qu'est-ce que c'est que cette culture du don. Et moi, ça m'a vraiment ouvert des portes, c'est-à-dire que des certitudes que j'avais, notamment sur la question de l'anonymat, c'est intéressant d'en parler, parce que pour moi, c'était un fondamental, c'est-à-dire que sans anonymat, je ne voyais pas comment on pouvait donner en fait, un organe. Ça m'a complètement révolutionné en fait cette façon de voir. Et je trouve que ça, il y a un bruit. Ah oui, d'accord. Et voilà, donc ça m'a révolutionné en fait ma façon de voir toutes ces questions, mais y compris sur le don de gamètes, etc. Et je trouve que la pièce, elle ouvre ces portes-là et elle permet de se dire, en fait, effectivement, est-ce que je dois mettre un prix ? Est-ce qu'il y a un prix à une vie humaine ? Est-ce que le contre-don est possible, en fait, ou pas ? Et voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de comparer, en fait, les différentes cultures aussi.
Ouais, il y a quelque chose quand même aussi qui est très choquant dans l'extrait, hein, c'est le doute quand même vis-à-vis du décès du donneur. Hein. Parce que, moi, ce que j'en comprends, bon, déjà, il y a l'intentionnalité de le transférer dans un hôpital où il y a un receveur qui paye, et son épouse, alors on ne sait pas du coup si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais il y a quand même un doute qui s'instille dans la tête du spectateur sur le fait qu'il aurait pu survivre, et probablement, on peut presque parler d'une exécution ou d'un meurtre dans cette situation. Donc, bon, il y a beaucoup de questionnements éthiques. Je crois que ce que je redis par rapport à tout à l'heure, c'est que bien évidemment, en France, tout ça ne pourrait pas arriver. Mais pour autant, un patient français pourrait tout à fait se retrouver dans cette situation. Et cette situation décrite a vraiment existé dans les années 2000, raison pour laquelle je pense que ça a été écrit. Mais c'est important parce que ça permet de mettre en résonance toutes les thématiques sur le don, et toutes les thématiques les plus importantes, à mon sens, sont abordées dans cette pièce. C'est vrai qu'il y a une image qui est absolument importante entre l'art finalement et l'image du prix du cœur. D'ailleurs, je crois que le choix du cœur n'est pas innocent. Dans l'organe qui a été transplanté, on est là sur une image très, très centrale finalement de ce mélange de l'âme, du cœur, etc. Et finalement, vous avez le cœur de mon mari qui avait 21 ans, était beau. Enfin bref, on est vraiment dans ce chagrin, chagrin donc de la veuve, cet organe du mari qui n'est pas n'importe quel organe, effectivement, et derrière cette notion de rapport à l'argent. Et manifestement, avec encore une fois de plus, quelque chose d'assez asymétrique entre un citoyen américain, finalement, qui va probablement dans un pays où il y a probablement une certaine pauvreté et où on peut se payer avec $1,5 million de dollars, finalement, un organe, en n'ayant peut-être pas vraiment été jusqu'au bout du soin du donneur et en ayant peut-être un peu provoqué les choses, qui rend vraiment... Et ce qui est en lien avec ce tourisme de transplantation qui était à l'origine de la charte d'Istanbul et d'un certain nombre de choses qui ont été mises en place dans le monde international de la transplantation. Ceci dit, c'est une vraie question qui se pose quand même dans le débat, et moi je voudrais parler du principe de l'anonymat, finalement. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui doit se... C'est une question, peut-être pas parlant d'une question, mais réellement d'une réflexion. Est-ce que l'anonymat doit encore rester? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait pas être transgressé, mais qui pourrait peut-être évoluer? Je sais que c'est une question qui reste récurrente, ou est-ce qu'on doit l'intégrer vraiment dans notre droit français, dans les principes de notre droit français? Moi, je peux donner mon avis, mais bon, après, déjà, je te coupe 2 secondes, et là, je voudrais bien que la salle peut participer à ce débat, vraiment. Vas-y, je te laisse la parole. Moi, je dis pour ceux qui aiment le cinéma, moi, je vous encourage à voir cet excellent film 21 grammes, et on voit effectivement le drame que ça peut être quand le donneur... Alors, c'est de la fiction, hein, mais moi, je pense que c'est un plaidoyer contre la levée de l'anonymat. Voilà. Avant d'entendre Roger Gilles, peut-être des réactions dans la salle? Oui. Bonjour, je suis un transplanté, mais avec donneur vivant. Mais c'est pas sur ce sujet-là que je veux rentrer. J'ai eu une nièce qui est décédée, et le problème qui se posait, c'est les dons de ses organes. Et en fin de compte, depuis toujours, je me dis pourquoi les médecins n'ont pas une pédagogie pour faire comprendre aux parents ou aux gens qui sont près de la défunte comment exprimer la mort, c'est-à-dire comment les parents peuvent être sûrs qu'on est mort. Parce qu'une mort cérébrale, quand vous voyez quelqu'un, il est sous respirateur et il n'est pas mort. Donc, depuis toujours, je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas fait pour informer les gens qui sont près de ces gens-là. Au boulot.
sachant que... Alors, moi, je peux répondre. Après, il y a des gens de la coordination de Poitiers qui peuvent aussi répondre. Je vais vous dire très simplement ce qui est compliqué. C'est déjà qu'il faut qu'on fasse tous un travail sur nous-mêmes pour un jour accepter qu'on va mourir. Parce que ça, déjà, c'est quelque chose qui, fondamentalement, on est... Alors, je pense qu'on est dans une salle où tout le monde... si vous venez voir ce genre de pièces ou de débat, c'est que vous êtes déjà un petit peu acclimaté à cette question qui nous taraude. Mais je réponds simplement, on est entraîné à le faire, on est formé pour ça, il y a des équipes expertes pour le faire, mais pour autant, la question, elle tombe toujours au mauvais moment, et elle tombe dans un... C'est la tragédie grecque, hein, c'est l'unité de lieu et l'unité de temps. Je rappelle que sur la mort encéphalique, en moyenne, c'est 48 heures entre le moment où la personne était tout en bonne santé et sans aucun problème, et le moment où elle est décédée et qu'on annonce à la famille qu'on envisage un prélèvement d'organes. Donc tout ça fait que même avec la meilleure pédagogie, la meilleure formation, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable. Ça m'est arrivé plein de fois, justement, quand les gens ne croyaient pas, parce que la personne a quand même l'aspect du vivant, de débrancher le respirateur pour montrer que la personne ne respirait pas, de montrer le certificat de décès qui était signé, de montrer les examens. Mais quand les gens ne veulent pas accepter la mort encéphalique, parce que c'est dur de l'accepter, ils ne l'accepteront pas. Et le refus, il n'est pas simplement parce que on ne veut pas aider, on ne veut pas sauver des vies. Le refus, il vient du fait que la mort n'est pas comprise, n'est pas acceptée. Et si vous ne pensez pas que votre proche est décédé, c'est strictement impossible d'autoriser un prélèvement d'organes, enfin de ne pas s'opposer au prélèvement d'organes, plus exactement. Donc déjà, la mort encéphalique, c'est quelque chose, à part chez les médecins, qui conceptuellement est très compliqué à comprendre. Et je terminerai sur le fait qu'on fait, alors peut-être on pourra en discuter, on fait de plus en plus de prélèvements dans le cadre d'arrêts thérapeutiques. Ce sont des gens, la plupart du temps, qui ont des lésions cérébrales pas tout à fait aussi importantes que celles qu'on a dans une mort encéphalique, mais presque, mais qui du coup ne peuvent pas être déclarés décédés. Donc le décès va être déclaré suite à l'arrêt circulatoire. Et moi, j'ai de grandes confiance sur le fait que ce type de prélèvement va se développer, sur lequel on aura moins de refus, parce que la temporalité est plus importante. C'est entre 8 à 10 jours après l'événement causal. On a eu plus le temps de faire de la pédagogie dans les équipes de réanimation pour faire accepter l'inéluctable aux familles. Et après, ils voient leurs proches avec l'aspect du mort que tout le monde connaît, c'est-à-dire froid, décoloré. Et je pense que ces prélèvements, qu'on appelle les prélèvements de type Maastricht, vont se développer. Et il y a, à mon sens, en tout cas dans mon équipe, beaucoup moins d'opposition sur ce type de prélèvement, parce que la mort est mieux comprise par la personne et par les proches à qui on va aller aborder le don d'organes. Voilà, j'en termine un petit peu sur cet aspect-là, sur l'acceptabilité aussi de la mort dans la temporalité et dans l'apparence. Bonsoir, Alain Sanchez. Donc, je suis transplanté moi-même à 2 reprises. J'ai l'avantage d'être président de France Rhin Poitou-Charentes et de bien connaître le professeur Antoine Thierry. Et je voudrais prendre un petit peu le contre-pied de monsieur derrière qui est transplanté, parce que je suis dorénavant un petit peu des 2 côtés de la barrière. Alors, en tant qu'associatif, je m'entends, c'est que en étant greffé, je vois énormément de greffés, mais je vois également maintenant beaucoup de donneurs. J'interviens, et il n'y a pas plus tard que 15 jours, je suis intervenu donc en prélèvement multi-organes à l'hôpital de Saintes, puisque l'hôpital de Saintes maintenant fait du prélèvement multi-organes avec le docteur Vincent, qui me demande d'intervenir dans la formation des professionnels. Et à cette dernière formation, j'ai eu le bonheur d'avoir un couple de personnes, je dirais d'une 60aine d'années, qui avaient perdu leur fils et qui ont fait un don de leurs organes. Donc 7 organes, puisqu'ils ont vraiment tout prélevé sur ce gamin qui avait 35 ans. Et je peux vous dire que c'était... le service de prélèvement multi-organes a été vivement remercié par les parents pour tout le bien et toute la psychologie qui a été mise en route pour accompagner ces parents sur l'acceptation de son don d'organes. Donc c'était vraiment, on avait vraiment, il y avait comme une symbiose entre nous au point que sa femme n'a pas trouvé mieux qu'à la fin de venir m'embrasser en me disant merci de votre témoignage. Et moi, j'étais un peu dans le même état parce qu'en fait, c'était eux mes donneurs. Et
pour revenir sur je voudrais juste un point de détail sur le contre-don. J'ai, moi, été transplanté à 2 reprises. Donc la première fois en 95, donc je vous rassure, j'ai rien payé. J'ai rien donné. De toute façon, j'avais pas de sous, donc je pouvais pas les donner. En 95 et en 2009, et voilà, ça y est, j'ai mangé ce que je voulais dire. Le contre-don, oui, c'est ça. Donc j'avais, sur ma première transplantation en 95, j'avais envoyé un courrier à l'agence de biomédecine en leur demandant comment faire pour pouvoir remercier la famille. Donc ils m'ont très gentiment expliqué. J'ai fait un courrier, alors tout à fait anonyme, sans ni être du masculin, ni de féminin, ni de lieu, ni enfin tout ce qui est interdit dans ce genre de courrier, et que j'ai envoyé à l'agence de biomédecine, qui m'a répondu très gentiment, merci pour votre lettre, et on verra ce qu'on en fait. Donc là, je trouve que déjà, j'ai jamais eu de réponse de l'agence de biomédecine sur le fait que ce courrier avait bien été transmis à la famille, quitte à la limite à recevoir un courrier aussi anonyme pour me dire, on l'a bien. Moi, la seule chose que je demande sur les 2 transplantations, c'est juste pouvoir transmettre et savoir qu'ils l'ont bien reçu. C'est tout. Je ne demande pas à faire un contre-don. Pour moi, c'est déjà un don que d'avoir reçu ce rein, puisqu'il s'agit d'un rein. Et en contrepartie, je voulais juste leur envoyer un courrier. Alors, effectivement, ce courrier, il doit quand même être, je dirais, c'est le service de PMO qui doit pouvoir nous dire si, effectivement, ce courrier peut être transmis suivant l'état de la famille, dans quel état psychologique ils peuvent se trouver, éthique, moral, enfin, tout ce qu'on veut. Et j'ai pas eu de réponse. Donc, le contre-don, il peut exister, simplement. Pour l'instant, il n'est pas mis en place. Et c'est pour ça, je trouve que l'agence de biomédecine ne fait pas son boulot. Je peux juste répondre, ou peut-être passer la parole à l'équipe de Poitiers. Nous, on reçoit ce type Alors moi, je le reçois du côté de l'équipe de prélèvement, parce que, comme vous l'avez bien compris, je ne travaille pas dans une équipe de greffe. Il y a une étanchéité quand même un petit peu entre les 2 côtés. Donc, quand un greffé tel que vous a envie d'écrire cette lettre, il va aller voir le service du professeur Thierry, qui va transmettre cette lettre au niveau national à l'agence de la biomédecine. Parce que comme il y a cet anonymat, finalement, il y a vraiment une étanchéité. L'agence de la biomédecine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie effectivement, comme vous l'avez bien expliqué, qu'il n'y a pas d'indication qui permettrait de pouvoir vous retrouver. Et elle le transmet, parce qu'il y a qu'elle qui connaît effectivement, grâce au numéro cristal du donneur et du receveur, où est-ce que le donneur a été prélevé. Donc une équipe, on va dire que, j'en sais rien, ça aurait pu être à Bordeaux. Je reçois votre lettre, je la lis avec mon équipe. Effectivement, comme vous l'avez bien décrit, on l'envoie à la famille. Mais après, la famille, elle n'a aucune obligation de répondre. Et donc on ne sait pas, peut-être elle ne va pas vouloir lire la lettre. Et si elle ne répond pas, en fin de compte, l'agence de la biomédecine n'a pas la possibilité de vous informer que la lettre a été... Ah oui, oui. D'accord, ok, je vois. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être des évolutions législatives qu'il faut faire valoir. Mais après, effectivement, vous n'aurez jamais la garantie que la personne derrière va la lire. Parce que si ça se trouve, elle va recevoir cette lettre, elle va commencer à la lire, elle ne va pas la lire jusqu'au bout, on n'en saura jamais rien. De l'autre côté, moi j'ai déjà des donneurs qui ont écrit une lettre à leur receveur aussi. Et ils sont un peu dans la même situation que vous. C'est-à-dire qu'en gros, ils espèrent éventuellement recevoir une réponse anonyme de la part de celui qui a reçu. Et finalement, les 2 côtés se regardent un petit peu en miroir, mais ça se passe comme ça. Une autre réaction, peut-être? Oui. Juste une réflexion. La plupart des gens pensent que lorsqu'il y a des prélèvements, il pourrait y avoir une manipulation du corps. Et comme il n'y a pas de témoins, je pense à ça parce qu'avant de partir, je parlais avec 2 personnes qui m'ont dit « Ah ben oui, mais on ne sait pas ce qu'ils font. »
durant les prélèvements. Bon, voyez moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est impossible qu'il y ait un témoin durant des prélèvements? Un témoin de la famille ou pas Alors les témoins, il y en a un, c'est l'infirmier de coordination de prélèvement d'organes qui est garant justement de la totale transparence de tout l'acte. La deuxième chose, c'est que, je pense que vous le savez, c'est un acte chirurgical qui engage les équipes sur un plan déontologique, mais aussi sur un plan réglementaire. La réglementation est très stricte vis-à-vis du prélèvement d'organes. C'est la restauration tégumentaire, c'est-à-dire la restauration ad intégrum, pour permettre, le cas échéant, même si ça ne se fait plus, que la famille puisse accueillir le corps. Moi, je me rappelle très bien d'avoir vu mon arrière-grand-mère dans le salon de la maison familiale. Donc voilà, après un prélèvement d'organes, ça pourrait se faire, ça ne se fait plus, parce que ce type de rite funéraire ne se fait plus. Mais après, tout est tracé, tous les actes, tous les chirurgiens signent, et tout est acté, et on ne prélève d'ailleurs aussi que ce qui va être greffé. Et rien n'est prélevé sans transparence vis-à-vis de la famille. Donc je pense qu'il faut avoir confiance. Et la vision, je pense, d'un corps comme ça qui est ouvert de la part d'un membre de la famille, je ne suis pas intimement persuadé que ce serait une façon simple de faire son deuil que d'aller assister à un prélèvement multi-organes. Non, mais vous voyez, les gens n'ont pas confiance, oui, de mais manière générale. Je pense que c'est un vrai problème. De toute façon, en médecine, la confiance a déserté, la population a déserté. On le voit, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, par rapport aux vaccinations. Je pense qu'il y a une perte totale de confiance. Mais moi, ce que je peux vous dire, et je parle au nom de l'équipe de Poitiers qui est là, je veux dire, elles sont les infirmiers et infirmières de coordination sont formés pour ça. Ils sont les garants, justement, de ce qui va se passer. Et je rebondis sur ce que je disais par rapport au prélèvement de type Maastricht. Il y a une bien plus grande confiance de la part des familles par rapport à cet acte, parce qu'ils voient la personne avec l'aspect de la personne décédée avant d'aller au bloc opératoire. Et ce qui pose toujours problème dans la mort encéphalique, c'est ce doute sur le fait que la personne est vraiment morte, parce qu'elle n'a pas l'aspect du mort. Donc il y a vraiment quand même aussi beaucoup de questions qui se posent, et je pense que le deuil est probablement beaucoup plus compliqué dans la situation de ceux qui l'ont vécu en tant que proches de personnes mortes de mort encéphalique que de personnes mortes suite à un arrêt circulatoire, le type de prélèvement qui se développe de plus en plus. C'est la vision effectivement de la personne décédée qui rend le processus plus acceptable, et la temporalité aussi, je le disais. Oui. Peut-être il faudrait rappeler la définition de la mort encéphalique, les examens qui sont pratiqués pour dire qu'il y a mort encéphalique. Alors, la définition, c'est une définition clinique déjà. Donc, par exemple, c'est intéressant, l'actrice anglaise, par exemple, en Angleterre, je sais il me semble que les examens ne sont pas obligatoires, en tout cas aux États-Unis, ils ne le sont pas. C'est quand les médecins ont un doute. Alors, il faut savoir effectivement qu'il y a autant de législation pratiquement que de pays, donc c'est peut-être pas quelque chose qui va vous rassurer, mais en tout cas, c'est vrai que chez nous, c'est un peu ceinture et bretelle. Donc, c'est vrai que c'est obligé de faire les examens, c'est obligé de faire l'examen clinique selon les règles. Et la confirmation, effectivement, c'est des électroencéphalogrammes ou le scanner qui montre que le sang ne circule plus dans le cerveau. Mais ça rend le diagnostic plus simple. Et ce que je veux dire aussi par là, dans ce type de décès, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est 3 médecins qui attestent du décès. Donc la sécurité du diagnostic est quand même assez importante. Il y a 2 cliniciens de réanimation et un clinicien, soit un électrophysiologiste, qui voit que les EEG sont plats, soit un spécialiste de radiologie qui voit que le sang ne circule plus dans le cerveau. Ça rend quand même le diagnostic extrêmement fiable. Contrairement à n'importe quel autre décès, où c'est qu'un seul médecin qui atteste du décès. D'autres réactions dans la salle? Oui. Oui, une question juste d'information. Quels sont les critères pour vous, préleveurs, pour un patient que vous voulez prélever, question d'âge, d'état de santé, comment on sait si
Parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent chaque année en France. On ne prélève pas, enfin toute personne qui meurt n'est pas susceptible d'être prélevée. Alors qui est susceptible d'être prélevé? Il faut avoir quel âge? Il faut mourir dans quelles conditions? Il faut avoir quel état de santé, enfin, etc. Je vais essayer de répondre très très rapidement, mais en gros, les conditions, il n'y a pas d'âge. On peut être prélevé dès le jour de sa naissance. Alors, ça m'est déjà personnellement arrivé, donc c'est pas quelque chose d'assez facile, mais on peut être donneur en étant un tout petit bébé. Et on peut donner jusqu'à un âge très avancé, sous couvert d'être en bonne santé. Pour être donneur, la première chose déjà, c'est d'être réglementairement en condition de donner. C'est-à-dire soit d'être en état de mort encéphalique, soit d'être un donneur vivant, mais ce n'est pas l'objet de... Ça, c'est une autre forme de réglementation. Soit d'être dans un service de réanimation, dans une situation critique, ou qui va amener à une situation qu'on appelle les soins déraisonnables, l'obstination déraisonnable, donc ce qu'on appelle couramment l'acharnement thérapeutique, avec un arrêt de soins qui va être promulgué. Donc ça se passe qu'en milieu hospitalier, pour une raison qui est très simple. On a un grand spécialiste, le professeur Oé, de la conservation des organes. Si l'organe n'est pas prélevé dans des conditions strictes très rapidement, il va souffrir de manière irréversible, et donc du coup, il ne va pas fonctionner si on le transplante. Donc la réponse est, il faut être décédé dans des conditions claires, et surtout dans un milieu hospitalier qui, en plus, est autorisé pour pratiquer ce type de prélèvement. Donc ça veut dire que c'est des conditions qui sont restrictives pour les organes, pour les tissus. Il y a beaucoup plus de possibilités puisqu'on peut les prélever plus longtemps après la mort. Et donc voilà, des prélèvements par exemple de cornée, ça peut se faire de manière beaucoup plus importante. Mais globalement, pour être donneur, déjà il faut ne pas s'y être opposé. Moi je suis un peu d'accord avec vous, il va falloir faire évoluer probablement cette notion de consentement. Mon voisin a l'air d'être très à cheval là-dessus et je suis d'accord avec lui. J'ai assisté récemment à une conférence de médecins espagnols. En Espagne, on ne dit pas qu'on peut s'opposer, on dit les gens ont le droit de donner. Donc il faut être dans une culture positive du don et se dire que finalement, vouloir donner, ça peut être aussi un droit. Et finalement, la carte de donneur, elle n'a pas de valeur légale. Mais en tout cas, elle existe toujours. Moi, personnellement, je peux vous la montrer. J'en ai un dans mon porte-monnaie. Mais ce n'est pas une carte de donneur, c'est une carte de témoignage en faveur du don d'organes. Quand on a ce type de... Il ne faut pas l'interdire. Légalement, elle n'a pas de valeur, mais quand on témoigne de son vivant, de sa volonté de donner, c'est quelque chose de respectable et qu'il faut accepter. Donc, après, je m'arrête un peu, sinon je peux parler toute la soirée. J'ai envie de poser une question. Ah oui. Juste pour répondre peut-être et prolonger la réponse de Julien à votre question. Donc aujourd'hui, en transplantation rénale, par exemple, 70% des donneurs sont des donneurs décédés. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la mort encéphalique. La mort encéphalique, c'est 1% des décès. 1% des décès seulement, d'accord ? 70% des donneurs. Ensuite, 15% des donneurs sont ce que Julien a appelé tout à l'heure les donneurs Maastricht 3, ces patients pour lesquels il n'y a plus aucun espoir thérapeutique. Ils décèdent en réanimation, il y a un arrêt cardiaque de 5 minutes et après on commence les manœuvres du prélèvement d'organes. Ça, c'est 15%. Et puis, les 15 autres derniers pourcents sont des donneurs vivants. Voilà. Et puis, oui, bien entendu, il y a des critères pour pouvoir donner. Si vous avez un cancer évolutif, si vous avez... ça, c'est pas possible de donner parce qu'on peut avoir dans l'organisme des cellules cancéreuses, par exemple. Donc, effectivement, il y a tout un bilan biologique. Si vous avez des PSA élevés et donc un doute sur un cancer de prostate, on ne va pas prélever le donneur. Donc, effectivement, il y a un ensemble de critères médicaux pour le prélèvement. Quand même dire que collectivement, nous, dans cette salle, on a beaucoup plus tous la probabilité d'être un jour receveur que d'être donneur. Hein. Voilà, il faut aussi le savoir. Je me permets de rebondir sur le point qui a été évoqué, peut-être pour solliciter M. Gilles, justement. J'aimerais bien mieux comprendre comment on a pu rétropédaler finalement sur cette culture du don et notamment revenir sur cette carte de donneur. Et alors qu'on voit en plus, ça a été rappelé, que les chiffres de refus, qui sont déjà importants, plus de 30%, augmentent. Et donc, comment on explique en fait cette évolution-là ? Je n'ai pas d'explication claire, sinon que nous sommes dans un pays très légiférant.
nous légiférons sans arrêt, quoi, sans arrêt. On parle d'état de droit, mais enfin, ça bouge tout le temps, quoi. Lex semper reformanda est. La loi doit toujours être réformée. Et donc, on croit aussi que la solution va venir d'une loi. Or, la loi ne traite que du général. Quand vous dites, est-ce que la loi léonétique Laës sur la fin de vie peut régler tous les problèmes de fin de vie? Ben, la réponse est non, parce qu'aucune loi ne peut régler tous les problèmes. Donc, toute enquête qui est faite sur un tel sujet aboutit toujours au fait qu'une loi n'est pas faite d'ailleurs pour régler tous les cas particuliers. Mais nous avons une imprégnation telle de la loi, nous sommes tellement imprégnés par ce formalisme que nous avons une attitude de méfiance. Et cette attitude de méfiance se traduit par un certain nombre de points. Alors, premièrement, il y a eu l'aventure de la carte d'honneur. Vous l'avez, c'est bien, mais moi, les jeunes que j'ai connus, ils l'ont envoyé promener, quoi. Hein. De toute façon, j'ai entendu dire, de toute façon, ça n'a pas de valeur légale. Et bon, c'est-à-dire que cette phrase, c'est un témoignage entendu qui ont fait que, eh bien, c'était devenu inutile. Bon. Ensuite, il est vrai aussi que nous sommes aussi piégés par ce côté maximaliste que j'évoquais tout à l'heure de notre éthique, qui est minimaliste de plus en plus. Hein. Mais elle garde des aspects, j'allais dire, obsessionnels. Et l'aspect obsessionnel majeur, c'est l'argent. Nous sommes dans un monde qui a une peur terrible de l'argent. Contrairement d'ailleurs à des civilisations voisines. Ça, c'est un caractère spécifiquement français. Et j'avais été assez stupéfait au moment où les députés discutaient de la reconnaissance à l'égard des donneurs. Bon. Je me souviens donc d'une réunion à laquelle le professeur Antoine Thierry m'avait convié, une journée des donneurs, et où j'ai pu assister à des témoignages de donneurs extrêmement nombreux. Et j'ai complété depuis ma culture, qui était fort insuffisante, et là, qui a été initiatique par, évidemment, aujourd'hui, on a Internet, et on peut aller regarder les gens qui se livrent. Je pense qu'il y a effectivement un sentiment chez beaucoup de donneurs qu'il n'intéresse plus personne. En particulier dans des donneurs difficiles, je parle surtout du don de foie, par exemple, où la morbidité n'est pas nulle, hein. Bon, contrairement au rein, où ça se passe beaucoup mieux, la mortalité non plus, et où j'ai vu des cris de détresse, n'est-ce pas? Je n'intéresse plus personne. C'est la receveuse qui a... Et alors, la loi avait voulu dire, enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas, manifester la reconnaissance de la nation à l'égard des donneurs? Alors ça s'est terminé par une disposition que j'appelle croupion, quoi, hein. C'est-à-dire une espèce de journée annuelle qui est à peine relayée par la presse et où, oui, enfin, c'est nul, quoi. Bon. C'est nul pourquoi? Parce que certains parlementaires avaient pensé ils ont droit à la reconnaissance de la nation. D'accord. Mais alors, aussitôt, pas de décoration. Hein. Ah ben non, les décorations, c'est trop sérieux, vous comprenez, on sait bien. Enfin, bon. Donc, pas de décoration pour les donneurs. Bon. Donc, on enlève. Et puis, tout à coup, ils ont rajouté symbolique. Et c'est terrible de voir la représentation nationale utiliser le terme symbolique dans son sens le plus vulgaire. C'est-à-dire nul, quoi. Ça, c'est symbolique, ça veut dire c'est rien du tout. C'est-à-dire ils n'ont pas ouvert un livre de philo, quoi. Enfin, mais même un que sais-je, de base, quoi. Et ils ont évacué, enfin, ils voulaient que ce soit reconnaissance symbolique de la nation. Alors, effectivement, la peur de la reconnaissance, c'est la peur d'induire chez celui qui donne le sentiment que quelque chose lui est dû en retour. Et je pense qu'il y a une double méconnaissance. La première méconnaissance,
c'est ce qu'est le contre-don. Je pense que nous nous mettons complètement le doigt dans l'œil sur le sens du contre-don. Le contre-don n'est pas une réalité psychologique, c'est une réalité sociologique. Ça a été décrit par Marcel Mauss, qui est un sociologue, et dans sa description, il montrait l'illustration du contre-don. C'est dans les sociétés que nous appelons primitives ou archaïques, qui sont en fait des sociétés fondatrices, dont il persiste encore quelques exemples dans le monde, et où, quand on rendait visite, on offrait quelque chose, et le chef de la tribu donnait quelque chose. Mais c'était des babioles qui étaient... Autrement dit, le contre-don est symbolique. Il veut dire simplement, tu comptes pour moi. Quelque chose s'est passé. Et alors, nous avons du coup, et la pièce le montre magnifiquement, dans notre société consumériste, érigé le contre-don en un dû, et un dû inextinguible. Donc, tout ce qu'on voit sur l'anonymat et tout, c'est la frousse d'une dette inextinguible, car nous ne sommes pas capables de penser qu'on pourrait maîtriser cette relation qui devrait être instaurée entre le donneur et le receveur. Je me suis insurgé, Madame Delannoy est là, ça fait quelques années, sur la lenteur qu'il a fallu pour admettre le don de reins entre vivants en France. Mais c'est inadmissible, toutes ces années passées qui ont fait manquer des reins. Tout ça parce qu'on avait peur que, en connaissant le receveur, de donner son rein à son sœur, sa frère, à un ami. Vous pensez, un ami. Après, les liens du sang. Je pense à Sacha Guitry, quoi. Hein. Une famille unie, on voit bien qu'ils n'ont pas hérité. Enfin, que veulent dire les liens du sang? C'est nul. Les seuls liens qui comptent, c'est les liens, quoi. Hein. On t'apprécie, bon, voilà. Et il a fallu des années pour arriver à cela. Il y a moins de 10 ans, puisque la rencontre dans laquelle je m'étais... Ça vous avait surpris d'ailleurs, mais j'étais vraiment un peu en colère, quoi. J'ai dit, c'est insupportable qu'ils ne franchissent pas le pas. Alors vous voyez que tout cela est biaisé par une atmosphère sociologique dont nous avons du mal à nous extraire en France. Et c'est cette espèce de relation trouble à l'argent qu'a la France, cette relation malsaine où on brise l'amour parce qu'on a peur que l'amour se transforme en or, quoi. Voilà. Et ça, on en a très peur. Et donc, ça explique la frilosité de l'agence de biomédecine, évidemment, qui tout à coup pourrait peut-être penser que peut-être qu'il pourrait traîner un peu d'ADN dans votre lettre, j'en sais rien. Hein. Et ben oui. Et si vous avez des moyens, ben vous l'envoyez par Internet et vous avez... Bon, il y a comme ça aussi des jeunes qui ont trouvé qui avait donné les spermatozoïdes en regardant simplement les enquêtes soit génétiques faites par Internet. Ça coûte une centaine d'euros, donc vous pouvez y aller. C'est interdit en France, bien sûr, oui. Mais enfin, Internet, vous avez... La Poste, heureusement, est internationale, j'allais dire, quoi. Voilà. Et donc, à la fin, on finit par légiférer. Donc voilà, je crois que nous avons à hériter d'une culture, quoi. Et la difficulté, c'est de renverser ça. Et ça prend beaucoup de temps, de même que cette grande proclamation qui ne dit rien consent. Alors là c'est extraordinaire, quoi, hein, parce que, vous voyez, c'est quand même écrire sur sa carte vitale ou faire écrire « Si je meurs, je veux donner mes reins, mon cœur. » Ah ben non, vous voyez. Non, par contre, en France, soi-disant, si vous n'avez pas dit non, on peut vous prélever. N'empêche que l'expérience des transplanteurs, que moi je n'ai pas, enfin des préleveurs, montre que marcher sur une famille pour prendre des organes, c'est dans une société civilisée impossible. Et je pense qu'il y a un côté barbare dans cette disposition qui traduit un divorce entre le pays légal et le pays réel. Parce que ça sert à quoi? À faire pression. Vous faites en faire pression. Vous savez, légalement, je pourrais. Alors cédez. Voilà. Bien sûr qu'ils ne font pas ça, bien sûr. Oui, mais comment des parlementaires peuvent-ils inscrire quelque chose aussi important? On pourrait prendre le cœur
de ma fille. Il y a un cas récent, enfin, il y a fait quelques années dans la région. On peut prendre le cœur de ma fille, qui est morte à 8 ans parce que les donneurs sont des jeunes, la plupart qui meurent d'accident, parce que la loi dit que c'est un droit et que je n'ai pas le droit de m'y opposer. Eh bien, en face à face, eh bien, il est évident qu'on voit que ce type de loi est inapplicable et que nous sommes donc dans la traversée des apparences. Alors, il va falloir bientôt conclure, mais effectivement, un petit mot. Et ah, ça y est, il s'est éteint lui aussi ? Oui, visiblement. Vous avez un pouvoir sur les micros, je crois. Je vais vous passer le mien, ça va être plus simple. Voilà. Et... Non, mais juste pour conclure rapidement, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution simple, mais effectivement, ce que vous défendez, c'est le consentement explicite. C'est ce qui s'est fait dans beaucoup de pays du nord de l'Europe, en particulier en Angleterre. Ils ont changé la loi parce que ça marchait moins bien que le consentement présumé. Le principe où ça a été le plus appliqué, c'est en Allemagne, où c'est carrément catastrophique. Il y a 30% de la population qui s'est positionnée pour le don d'organes, mais par contre, ça veut dire que 70% ne s'est pas positionné, et donc vous avez un taux de refus de 70%. Donc c'est aussi le consentement explicite n'est pas la solution. Alors le problème aussi de pourquoi ne pas marquer sur sa carte vitale, parce que comme vous le savez très bien, le consentement c'est quelque chose de révocable à tout instant. C'est pas parce que vous l'avez marqué sur votre carte vitale qu'on n'est pas obligé de vous demander si le consentement est toujours valable. Donc il y a quand même des problèmes législatifs derrière tout ça qui sont importants. Je rebondirai peut-être juste pour conclure. Je vous encourage, il est passé hier soir sur LCP, il y a un très beau film qui s'appelle Passeur de vie, qui donne la parole aux familles endeuillées qui ont fait don des organes de leurs proches pour la greffe. Et il y a toute une discussion derrière, justement sur l'anonymat, sur toutes les questions qu'on se pose ce soir. Et c'est des gens qui l'ont vécu, qui se posent ces questions. Donc je vous encourage vraiment à regarder ce film. Et ça se termine à la fin par des expériences au Québec, justement sur la reconnaissance. Alors il y a une espèce de cérémonie absolument magnifique où ils sont tous en uniforme. Alors le fameux uniforme de la police montée canadienne, là, ça en jette. Ils reçoivent une médaille. Et effectivement, je pense que ce genre de choses, on pourrait s'en inspirer en France, parce que la journée du 22 juin et la reconnaissance symbolique du don vis-à-vis des donneurs, je pense que ce n'est pas suffisant et très probablement il va falloir faire plus justement pour la reconnaissance des donneurs. Mais la législation, elle est imparfaite. Il faut peut-être l'ajuster en donnant plus d'explicite, mais pour autant que l'explicite, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, tous ceux qui faisaient que de l'explicite ont arrêté. C'est une catastrophe en termes de nombre d'organes pour la transplantation. Et l'Allemagne en est malheureusement l'illustration parfaite. En une seconde, si vous voulez, ce qui est absolument étonnant, c'est que les directives anticipées dont on nous rebat les oreilles sont précisément faites pour que votre volonté soit faite quand on ne pouvait plus l'exprimer. Donc, si vous voulez, l'argument ne peut pas tenir, là. Deuxièmement, le problème du consentement explicite est étrange, implicite dans une société qui se veut l'héritière du siècle des Lumières. Et quand nous disait, sois à toi-même ta propre règle. Homme, sors de ta minorité. La loi Kouchner sur les droits des malades est fondée sur la relation d'explicite. Or, si nous sommes incapables de passer à l'explicite, nous sommes dans une impasse parce que, sauf exception culturelle comme l'Espagne, on a de quoi être inquiet. Et forcer la main d'une société qui se veut par essence faite d'hommes libres est toujours un peu inquiétant parce que c'est une société qui vire à des conceptions d'une éthique utilitaire. Je dirais même pas utilitariste. Et là, il faut faire attention parce que on sent qu'on pédale dans le yaourt, si vous permettez cette expression vulgaire. Ouais. Enfin, c'est pas mal le yaourt quand même. Une minute pour finir. Je voudrais remercier les équipes de coordination et je peux vous dire qu'ils sont toujours très bienveillants vis-à-vis des familles. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'il faut dire. La deuxième, c'est qu'on représente la Société francophone de transplantation. Il y a une commission d'éthique qui est animée par le professeur Mamzer à Paris et que ce travail justement sur le consentement, c'est une des premières choses qu'on va travailler. Et les directives anticipées, où on pourrait marquer qu'on est pour le don d'organes, figurez-vous que c'est quelque chose sur lequel on va faire une grosse pression.
Et vous pouvez compter sur nous, en tout cas la commission d'éthique de la SST, pour le faire. Voilà, et j'ai fini. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé, les directives anticipées, mais c'est certainement un outil, en tout cas majeur, dans cette situation-là, monsieur. Et si tu me permets, Thierry, je souhaitais juste redonner la parole à Mathilde et Théophile, parce que votre pièce a à nouveau été évoquée, effectivement, quand on parlait de cette question de reconnaissance, de contre-don. Donc voilà. Alors non, je voudrais juste rappeler que dans la pièce, ce don de cœur a aussi une valeur métaphorique, bien sûr. Ce n'est pas uniquement un don d'organes, c'est aussi la question du pillage et de la domination. Donc, à travers ce don et à travers cette transplantation, la pièce, elle parle avant tout, peut-être, de la domination occidentale. Alors, la pièce, dans sa version originale, s'appelle England. Nous, on a fait une adaptation dans le contexte français, donc on l'appelle France, et on a ajouté un petit clin d'œil, le sous-titre « Pièce de cœur », qui aussi est polysémique. Et donc, la pièce, elle parle de la façon dont l'Occident a pillé symboliquement un autre corps. Donc, un corps dominé, qui est un corps social, un corps culturel qui est non occidental. Et que c'est là qu'on voit aussi la puissance symbolique des organes, et donc là, précisément du cœur, qui permet de parler de toute autre chose que du corps humain. Voilà. Donc là, on voit à quel point, effectivement, c'est ancré culturellement, et donc, effectivement, c'est difficile de parler de ce don-là. Tu voulais rajouter ? Non ? Voilà, on est d'accord. Peut-on parler d'ailleurs vraiment de don dans cette pièce ? Je ne pense pas. Je ne pense qu'on n'a pas du tout de don. On est vraiment sur quelque chose qui est un pillage absolu, total, effectivement. Complètement. Qui s'est fait contre de l'argent, avec manifestement une veuve qui ne sait même pas ce qui s'est passé, et qui ne sait même pas où est d'ailleurs finalement, si j'ai bien compris, et je n'ai pas vu toute la pièce malheureusement, où est même le corps de son mari, parce qu'elle n'a pas pu faire vraiment son deuil. Donc... Effectivement, et là il y a tout un processus aussi effectivement symbolique, rituel, qui ne peut pas être accompli lié à la mort, puisqu'elle n'a pas pu récupérer le corps de son mari, et donc elle ne peut pas accomplir les rituels liés à la mort, absolument. Ce qui l'empêche complètement de faire son deuil. Plus cette domination qu'on a effectivement, et on est dans le troc quelque part. Je vais vous faire un cadeau, parce que finalement, alors que j'ai déjà donné une grosse somme d'argent et j'ai acheté le cœur, mais je vais faire un troc avec finalement, par ma dominante occidentale, je vais apporter ce troc et quelque chose d'assez lamentable. On a l'impression d'être sur les rivages de l'Afrique noire au temps de l'esclavage. Et pour nous, je te donne juste après, ce qui est intéressant, c'est aussi l'état d'esprit du personnage qui, lui, ou elle, puisque vous avez vu que c'est interprété par les deux acteurs précisément parce qu'on s'en fiche un peu du genre du personnage. Il y a un anonymat, justement. Oui, je veux dire, c'est une forme de naïveté aussi par rapport à cette domination, en tout cas d'inconscience, ne pas vouloir voir le problème, voilà. Et se le prendre en pleine face à la fin de la pièce. Oui, je voulais juste rebondir par rapport à ça, par rapport au symbolique et par rapport à l'argent. En fait, le don qui est fait, donc on comprend que c'est un tableau, donc une œuvre d'art. Donc on passe toute une première partie à dire que l'art est formidable et qu'il aide notre société à être une grande société qui aime tout ça. Et peu de temps après, là où on a coupé, il y a cette phrase, nous, qui nous fait sortir de nos gonds à chaque fois, c'est non mais c'est une œuvre d'art qui vient de France, ça vaut beaucoup d'argent, mais vendez-la si vous voulez pour acheter de l'eau pour votre village. Et il y a cette phrase qui sort comme ça dans l'emportement de ça, mais vous pouvez le vendre pour acheter de la nourriture ou de l'eau pour votre village. Avec un truc justement très troc, chose coloniale vraiment terrible, en faisant de ce don quelque chose d'assez toxique, en fait, de dire mais en fait prenez votre argent et arrêtez, alors que la personne était venue pour faire ce don et au final dit mais prenez force la veulent à l'accepter. Mais voilà, c'est ça, pour être quitte, je suis là pour être quitte, et c'est pas possible, et donc c'était pour ça, et c'est très violent. Mais on aime bien. Belle pièce quand même. Merci énormément.